Nous voilà arrivés à la troisième et dernière vidéo de cet atelier Offre le meilleur à ton enfant, dans lequel je vous expose 3 erreurs gravissimes que font la majorité des parents et qui peuvent nuire au bon développement de bébé et comment les éviter. Donc pour rappel, nous avons vu donc déjà les 2 premières erreurs. Donc la première qui concernait les jouets qui sont en général surstimulants pour l'enfant et lui proposant plusieurs difficultés à la fois, ce qui peut amener du stress et une mise en échec de l'enfant. Et enfin, nous avons vu dans une deuxième vidéo l'influence en fait que notre posture en tant que parent ou éducateur et notre envie de tout contrôler et de faire à la place de l'enfant, comment ça pouvait également jouer sur la confiance en lui et sur sa quête d'autonomie. Donc pour approfondir tous ces points, j'ai créé la formation Objectif bébé épanoui dans laquelle je vous aide à cheminer vers une parentalité respectueuse de votre bébé. Donc vous pouvez avoir plus d'informations en cliquant sur le lien sous la vidéo. Donc nous allons voir maintenant la troisième erreur qui rejoint un petit peu quelque part la deuxième parce qu'il s'agit aussi d'entrave au développement. Mais cette fois, ça ne va plus être la posture réellement de l'adulte qui va entraver le développement de l'enfant, mais on va plutôt se placer d'un point de vue moteur. Et on va voir en fait que c'est souvent les objets qu'on utilise dans notre quotidien qui vont aller entraver le développement moteur de l'enfant. Donc en général, quand on va avoir son premier bébé, on a plein d'achats à faire. Tout y passe. Les lits à barreaux, les parcs, les chaises hautes, transat, youplabla et toutes ces choses-là. En fait, tous ces objets, ils vont réellement faciliter le quotidien du parent. Mais est-ce que, on peut se poser la question, est-ce qu'ils respectent bien le bon développement de l'enfant? Alors comme d'habitude, si je vous pose la question, c'est que c'est non. Donc, on l'a vu tout à l'heure dans la deuxième vidéo, le but de l'enfant est de devenir autonome et il est vraiment dans une quête permanente d'exploration et d'indépendance. Il faut savoir que l'enfant, il est génétiquement programmé pour réaliser certains mouvements. Donc, il faut en fait réussir à lâcher prise et lui faire confiance. Il va y arriver tout seul, quel que soit l'âge auquel il va y parvenir. Par exemple, quand on regarde les enfants, on est toujours un petit peu fixé sur l'âge. À quel âge il apprend à marcher, à quel âge il apprend à parler, à quel âge ceci, à quel âge il fait ça. Ah bah tiens, mon voisin, il a le même âge que mon fils, mais ils font pas les mêmes choses. Lui, il sait faire ça, lui, il sait faire ça. C'est pas grave. Parce qu'au final, quand vous prenez un individu 10, 20, 30 années après, qu'il ait appris à marcher à 11 mois, à 13 mois, à 16 mois, voire à 18 mois, au final, quand il a 20 ans, votre enfant, à moins qu'il y ait un problème, une pathologie derrière, votre enfant à 20 ans, il sait très bien marcher. Donc l'âge n'a pas de... Il ne faut pas s'angoisser et se culpabiliser avec ça. Ça viendra quand ça viendra. Tous les enfants sont programmés pour y arriver et donc il n'y a pas de raison que ça ne soit pas le cas avec votre enfant. Par contre, le souci avec les objets de puériculture, que je vous ai cités juste avant, c'est qu'ils vont empêcher l'enfant de se mouvoir librement et donc de parvenir à réaliser les différents mouvements. Parce qu'il faut savoir que pour arriver à la marche, il va y avoir différentes étapes au niveau du développement moteur de l'enfant. Car l'enfant, quand il naît sur le dos. Ça n'est que petit à petit qu'il va réussir à se retourner sur le ventre, puis à se redresser, à s'asseoir, puis à se mettre debout. Il y a vraiment différentes étapes comme ça que l'enfant va devoir passer pour parvenir à la marche. Et donc le problème avec les objets de puériculture, c'est que l'enfant, il va être un petit peu freiné dans cet élan-là et dans cette possibilité d'explorer les mouvements. Par exemple, un bébé qu'on passerait toute la journée, qui passerait toute sa journée en fait dans un transat attaché, le problème c'est qu'il va pas pouvoir explorer les différentes positions, il va pas pouvoir apprendre petit à petit à se retourner parce que tout simplement il est attaché et que dans un transat ça n'est pas fait pour, il n'en a pas la possibilité. Donc l'enfant ne va pas pouvoir se mouvoir librement, tester ses limites, s'entraîner et se perfectionner jusqu'à réussir à, atteindre en fait le mouvement qu'il cherche à développer. Donc ce principe de motricité libre, il a été en fait développé par un médecin qui s'appelait Amy Pickler. Et donc ce médecin il est parti du constat
que les enfants issus de milieux défavorisés, donc qui étaient un petit peu plus laissés libres dans la nature quelque part, qui jouaient beaucoup dehors, qui grimpaient aux arbres, etc., etc., se faisaient finalement beaucoup moins mal que les enfants ici de milieux dits plus favorisés, qui étaient plus souvent à l'intérieur, qui étaient plus souvent protégés quelque part. Et au final, c'est les enfants issus de milieux défavorisés qui prenaient le plus de risques, mais c'est eux qui se faisaient moins mal. Donc elle est partie de ce principe-là pour établir donc sa théorie et de se rendre compte que ces enfants-là qui prenaient plus de risques, ils ont finalement été plus libres de leurs mouvements et donc ils ont appris à mieux les gérer, à mieux tester leurs limites et donc à gérer leur centre de gravité et donc se faisaient moins mal au final. Donc le principe de motricité libre, c'est de laisser les enfants libres de leurs mouvements sans entrave et de ne pas chercher non plus à apprendre les différents mouvements à l'enfant. Parce qu'à l'époque, ça se voyait des médecins ou des parents, enfin des personnes qui recommandaient en fait de faire par exemple bouger les jambes de l'enfant pour qu'il puisse apprendre à marcher plus facilement par la suite. Donc ça, ça ne fonctionne pas. Il faut bien se dire que l'enfant, tout est inscrit dans son patrimoine génétique et donc qu'il y arrivera tout seul un jour ou l'autre. Pareil, est-ce qu'il nous viendrait à l'idée de faire un cours magistral à un bébé pour qu'il apprenne à marcher? Non plus. Donc faites-lui confiance, tout va venir en son temps. Et donc évitez au maximum, quand c'est possible, les transats, les chaises hautes, les parcs et tout ça. Et laissez vraiment, dès que c'est possible, le plus de liberté de mouvement à votre enfant. Alors bien sûr, je ne dis pas que les poussettes, les chaises, enfin, que tous ces objets-là sont 100% inutiles et qu'on ne peut pas les utiliser par petites touches. Mais là où il faut vraiment être vigilant, c'est quand c'est utilisé tout le temps, tout au long de la journée. Il faut vraiment laisser à votre enfant la possibilité de se mouvoir librement. Alors c'est sûr, c'est plus fatigant, surtout quand bébé va commencer à se déplacer parce qu'il va falloir faire attention aux objets qui pourraient se trouver à sa portée. Donc c'est pour ça qu'il est important de préparer en fait l'environnement et de le penser pour l'enfant et surtout de le sécuriser pour qu'il ne se fasse pas mal. Et c'est ce que je vous aide en fait à faire dans la formation Objectif bébé épanoui. Je vous explique en fait toutes les caractéristiques de cet environnement et comment le mettre en place chez vous. Donc comme je disais, la motricité libre, c'est quelque chose d'un peu plus fatigant au niveau de la gestion de l'enfant. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça va vraiment être bénéfique pour lui et je vous invite vraiment, si vous en avez la possibilité, à le mettre en place au maximum. Parce que déjà, le besoin d'exploration de l'enfant, il sera comblé. Comme on l'a vu, l'enfant, son but, c'est de s'adapter au monde. Donc, pour s'adapter au monde, il a besoin de le comprendre et de l'explorer. L'enfant, il apprend de manière sensorielle par l'expérience. C'est pas par des cours magistraux ou de l'abstraction, non. Il a besoin de se confronter au monde. Ensuite, la motricité libre, elle va permettre de respecter au maximum les étapes du développement de l'enfant. Parce que l'enfant, du coup, justement, il va pouvoir passer par toutes les étapes qu'on a vues tout à l'heure. D'abord les positions sur le dos, puis les positions sur le ventre, avant de s'asseoir, de se redresser, etc., etc. Pour vous donner un exemple, avec ma fille aînée, je ne connaissais pas du tout ce principe et c'est vrai que j'avais tendance à souvent la mettre dans son transat parce que c'était plus simple pour moi, j'étais sûre qu'elle n'allait pas tomber, j'étais sûre qu'elle n'allait pas se faire mal, etc., etc. Et je lui mettais donc devant elle les petits jouets là qui étaient accrochés sur un arc et voilà, elle a passé énormément de temps dans son transat. Et je me suis rendu compte par la suite qu'elle a eu énormément de mal à apprendre à se retourner sur le ventre. Et je pense même qu'elle a appris à s'asseoir de mémoire, oui, elle a appris à s'asseoir avant d'apprendre à se retourner. Donc, quelque part, elle a raté une étape de son développement parce que je ne l'ai pas laissé suffisamment faire. Bon, il ne faut pas se culpabiliser non plus, ça ne l'a pas empêché par la suite de rattraper quelque part son retard et puis bon, elle a fini par apprendre à se retourner du dos sur le ventre. Et enfin, un dernier bénéfice de la motricité libre, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est que l'enfant, il va apprendre à gérer le risque et il aura un meilleur contrôle de son corps parce qu'il aura eu la possibilité de l'expérimenter. Donc, il faut savoir qu'un enfant ne va jamais se faire mal de manière volontaire. C'est-à-dire que s'il tombe, c'est qu'il a fait une erreur de jugement et tout ça. Mais si justement on lui a permis de construire ce jugement, de tester ses capacités et ses limites, eh ben, un enfant, même s'il prend des risques, ça sera des risques en fait calculés et il aura une meilleure perception en fait de son corps et de son centre de gravité.
Donc votre dernier défi, donc en lien avec ce principe de motricité libre, c'est de voir si les objets que vous utilisez au quotidien avec votre enfant ne nuisent pas à sa motricité libre et de voir en fait par quoi vous pourrez les remplacer ou comment vous pourrez gérer le fait de lui laisser suffisamment de temps pour tester justement sa motricité libre. Donc par exemple, vous allez pouvoir utiliser tout simplement un tapis, vraiment très simple. Les petits bébés qui sont sur le dos, ils ont juste besoin d'être laissés sur le dos. Donc un tapis d'activité un peu, enfin voilà, pas trop dur non plus pour que le bébé ne soit pas inconfortable, mais suffisamment quand même pour qu'il puisse apprendre à se retourner et tester donc sa motricité. Voilà, au niveau de la chaise haute, vous pourrez la remplacer tout simplement par une chaise, enfin, soit en mettant en fait le bébé sur vos genoux, soit quand il va être un peu plus grand et en capacité, en mesure de s'asseoir tout seul et de se lever, une chaise basse tout simplement, de laquelle il pourra sortir et aller tout seul. Évitez aussi, dans la mesure du possible, les parcs pour, si vous avez sécurisé votre environnement et bien sûr que vous avez un œil sur votre enfant, pour laisser l'enfant explorer un peu plus son environnement et tester ses limites. Ça peut être aussi d'installer à un endroit un pouf ou quelque chose sur une barre ou un petit meuble, un petit tabouret, enfin pas un tabouret parce que ça pourrait tomber, il faut enfin, voir en fonction un petit peu de comment c'est chez vous, mais de mettre quelque chose sur lequel l'enfant puisse s'appuyer pour commencer à se redresser en fait. Et surtout, par contre, je vous conseille d'éviter tout ce qui est, les youplala, parce que ce genre d'objet en fait va apprendre à l'enfant à marcher en étant assis. Donc vraiment, pour ça, il n'y a vraiment rien de pire pour apprendre à marcher que d'utiliser cet objet-là. Donc essayez vraiment de vous en passer le plus possible. Donc voilà pour ce qui était de la troisième erreur et donc en lien avec la motricité libre. Nous voilà donc arrivés au terme de cet atelier. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous permettra d'offrir le meilleur à votre bébé pour favoriser son développement. Pour rappel, nous avons vu comment les jouets, comment notre posture ou comment les objets de notre environnement pouvaient nuire au bon développement de l'enfant. Je vous ai donné tout au long de cet atelier des petits défis, donc n'hésitez pas à m'envoyer vos remarques et vos réflexions par email et bien sûr si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Et si vous souhaitez aller plus loin dans l'accompagnement de votre enfant de manière respectueuse de son développement, je serai ravie de vous accueillir dans la formation Objectif bébé épanoui, actuellement en promotion jusqu'à la fin de la semaine. Vous pouvez aussi aller visiter le blog sèvesdelumière.fr où vous trouverez de nombreuses astuces concernant l'éducation et l'accompagnement des enfants, ainsi que ma chaîne YouTube où vous trouverez des vidéos en lien avec ces sujets. Je vous remercie d'avoir suivi cet atelier et je vous souhaite une bonne fin de journée.